Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Mandarin TV dans ce nouveau numéro des Mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, on va s'occuper des médias car j'ai la chance de recevoir Georges Ghosn. Alors Georges Ghosn, c'est un petit peu le tycoon de la presse française, puisque quand on regarde les journaux qui sont passés par ses mains, on va citer donc La Tribune, Le Nouvel Économiste, France Soir, on va citer donc le groupe Expansion, La Côte des Fossés, l'AGFI, etc. Il y en a beaucoup. Alors, Georges, en fait, est d'origine libanaise, franco-libanais, et comme il a un prénom de roi, je dirais Georges, c'est un peu le roi de la presse, passé par Sciences Po Paris, voilà, d'une famille également de journalistes, puisque son père avait le quotidien Al-Diyar. Bon, le Liban étant le pays des cèdres, je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup aujourd'hui, mais le cèdre, c'est du bois, et le bois, c'est du papier. Tout à fait. Voilà, et c'est peut-être pour ça que, Georges, tu as commencé déjà très longtemps à t'intéresser à la presse. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es devenu un papivore ? Alors, pour reprendre la vieille expression qui était pour Robert Hersant, en fait, je n'aurais pas dû. Absolument pas, puisque ma grand-mère française, qui m'a élevé, me disait toujours « Ne fais surtout pas comme ton père, surtout pas le journalisme, regarde, ça ne mène à rien ». Surtout que c'était du journalisme politique, et qu'à l'époque, comme en France d'ailleurs, on passait la sébille. Hersant passait la sébille, paix à son âme, à la Banque Verne et à d'autres donations, dont les subventions, dont on va parler tout à l'heure. Et moi-même, je n'avais pas envie d'avoir cette vie. Donc, chaque fois, j'ai évité à la presse, chaque fois, le destin m'y ramenait. Exemple. Je fais par exemple une demande de stage. Il y avait plusieurs stages possibles en entreprise à Sciences Po, comme que tu as connu. Et finalement, on me dit, pourquoi pas Le Monde? Donc j'applique. Je fais une application pour Le Monde. On est 4000. Et je suis repris. On est 4 à être repris sur 4000. Je fais partie. Étaient mes patrons de stage, Philippe Labarde et Jean-Michel Quatrepoint, qui 10 ans plus tard deviendront mes collaborateurs dans La Tribune et l'AGFI. Ils m'ont dirigé le stage, et moi qui pensais écrire comme toi, tu pensais être la cuisse de Jupiter ou la main de Jupiter quand tu écrivais une phrase, moi Labarde m'a fait refaire une brève 8 fois. Et je me disais, mais il est fou ce type, j'écris très bien, je fais Sciences Po, j'ai fait Lettres modernes, conseiller général, etc. Comment ça se fait que ce type me fait faire autant? Et il m'a fait faire 8 fois une brève. Quand j'étais son patron, 10 ans plus tard, je rachète La Tribune à Jean-Louis Schreiber et je fusionne pour faire un grand quotidien français contre les Échos. C'était la place de Paris. Il y a des petites luttes nationales, comme on le sait bien, la Chine le sait bien. À l'époque, je lui ai proposé donc de faire un grand journal français et ma grand-mère me regardait du ciel en me disant « Tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû ». Et bien chaque fois, je revenais à la presse. Voilà. Alors comment ça a commencé? Parce qu'il faut trouver des investisseurs. Comment est-ce qu'on reprend des titres? Alors on peut parler aussi de VSD, qui était une drôle d'aventure. Oui. Hein? Comment est-ce que ça fonctionne d'aller chercher des investisseurs, la rentabilité d'un titre, et après on parlera d'aujourd'hui, parce que le monde a beaucoup changé. Donc ça a démarré comment tout ça? Je me suis rendu compte, moi j'étais un pur écrivain, et j'aimais même le cinéma. J'étais venu en France pour faire l'IDEC, donc que tu connais. L'école de cinéma, j'avais un scénario tout prêt, et puis la guerre du Liban. Malheureusement, on a tout perdu en un après-midi où de gosse de riche, entre guillemets, je me suis retrouvé enfant pauvre, puisqu'on a tout perdu en une journée où a été bombardé toutes nos imprimeries, nos magazines, notre groupe de presse. Mon père a dû prendre l'avion précipitamment, puisque mon frère a été enlevé pendant cette guerre terrible confessionnelle. Comme il était chrétien, il était arrêté à un barrage. Comme il était grand et costaud, et en plus il venait de chasser, on pensait que c'était un sniper, il a failli y passer. Ce n'est que parce qu'un employé de notre imprimerie l'a reconnu, était palestinien, dans le camp de Sabra Shatila, qu'ils l'ont sauvé, et Yasser Arafat a été appelé par mon père, qui a sauvé du peloton, mon frère, et il est parti en Angleterre. Alors on va venir au problème du financement de la presse. Il est vaste, parce qu'en général, la presse a un péché originel, c'est que c'est la danseuse de tous les grands de ce monde. Boussac avait évidemment ses petits journaux avec Dior. Marcel Dassault avait Jour de France. le Jour de France qu'il adorait. Je l'ai connu. Que vous avez bien connu, que tu as bien connu. Bref, chacun, et ils y vont pour des raisons non économiques. Ça faut se la donner. En fait, en France, quand on joue à un jeu, toutes les règles sont faussées.
D'abord parce qu'on fait de nouvelles règles qui sont automatiquement applicables ou rétroactives. C'est unique de faire des lois rétroactives. Je parle ça, c'est une espèce d'image qu'on peut projeter sur la vie quotidienne et politique. La presse en France est mal financée, ou pas financée du tout. C'est soit des tycoons qui la financent, pour des mauvaises raisons, mais la bonne raison étant l'image, le pouvoir et l'écrit. En France, on adore l'écrit puisque c'est une nation de professeurs et d'instituteurs. Il n'y a pas si longtemps, à l'Assemblée nationale, il y avait 10 à 15% d'investisseurs. Et il n'y a d'ailleurs pas assez d'ouvriers agricoles et d'agriculteurs. C'est pour ça qu'on a perdu le bon sens. Je compare avec la Suisse voisine que je connais bien. Vous avez toujours quelqu'un qui vous dit pourquoi le feu rouge ici, pourquoi 1,80 m et pas 1,50 m, pourquoi est-ce qu'il faut un feu rouge, est-ce qu'on peut supprimer le feu rouge. Il y a plein de gens qui font du bon sens. En France, non. Vous avez un énarque, une image facile, mais c'est vrai, qui, dans un bureau parisien dépourvu de fenêtres en général, décide de la taille du feu rouge, de la place du feu rouge et de son fonctionnement. Voilà. Ex nihilo, sans tenir compte du cadre. Est-ce qu'il y a un arbre? Est-ce que c'est une voie nationale? Est-ce que c'est une départementale? On s'en fout. Pour la presse, c'est pareil. Ils arrivent, donc ils achètent des titres, et après, où ils s'en désintéressent? Prenez Arnaud. Arnaud m'a acheté la Tribune en 93. J'étais à 2 doigts de réussir, de battre les Échos. J'étais à 77 000 exemplaires, Échos 83 000. Pour moi, c'était la place de Paris. Je suis très nationaliste français. J'aime la France comme personne. Si, comme des gens qui viennent, on les appelait les bougnoules ou les rastaquouères, peu importe, parce qu'il y a un petit peu de racisme en France. Et donc, ces gens-là qui viennent de l'étranger, eh bien, on a un amour formidable de la France. Parce qu'on a appris la France de la Troisième République. On a appris la France de Paul Morand, de Peggy, et de Ségui aussi, d'ailleurs, que j'ai connu. Bref, on a une France où on arrivait en France, on se disait, mais où est Molière? Où est Proust? Où sont-ils ces grands écrivains? Où est Voltaire? On n'a que des gens qui prennent des petites pauses, mon petit café, mes petites vacances, mon petit sucre. Tout est petit en France. C'est terrible. En Amérique, on voit grand, par exemple. Sky is the limit, comme on dit en anglais. La Chine, pareil. Elle fait des projets, 40 villes de plus de 40 millions d'habitants, une histoire magnifique, la Grande Muraille qui se voit de la Lune. Enfin, je veux dire, c'est un pays immense qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est jamais offensif. Je tiens à le dire sur ce plateau. Parce que la Russie et la Chine sont toujours accusés d'impérialisme. C'est faux. Ils ont toujours été attaqués et envahis. La Russie, on le sait, Napoléon était là, Hitler, etc. Et la Chine, pareil, ils ont fait la muraille pour empêcher les Mongols d'attaquer leur empire. Et donc la France, on revient à notre problème de financement. On va aborder peut-être la question de la subvention qui est mal foutue. Alors raconte-nous les problèmes de subvention, parce que c'est vrai qu'on a encore annoncé cette semaine que Libération vient de toucher un gros chèque, alors que le journal marche apparemment pas extrêmement bien. Donc on se demande comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un peu un côté caché, volonté politique ou de mauvaises habitudes? C'est de mauvaises habitudes. C'est la maléducation, comme dirait notre ami Alain Bonovard. On a 40 ans de mauvaise éducation. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Pour moi, une entreprise... J'avais un vieux monsieur qui était charmant et qui était un génie, qui s'appelait Tony Murray, que tu as connu. Mais bien sûr. Et Tony disait toujours, une entreprise qui gagne de l'argent, c'est les salariés à l'abri. Et il a raison. J'ai toujours essayé de faire gagner de l'argent à toutes mes entreprises de presse, et les gens n'ont pas beaucoup compris mes mouvements, parce que j'ai toujours vu des opportunités. D'abord, j'ai fait que des journaux de grande qualité. Le Nouvel Économiste, toujours pour le rendre meilleur. François, pareil, je l'ai amélioré, avec une nouvelle formule, beaucoup d'argent investi. Je ne suis pas là pour couper des coûts. Je ne suis pas là pour investir au bon endroit, choisir les hommes, parce que sans les hommes, on ne fait pas de journaux, comme les chefs cuisiniers. Et malheureusement, si on pouvait s'en passer, ce serait formidable. Hersan disait une phrase horrible. Il disait, en privé, et paix à son âme, je vais le citer parce qu'il est drôle, et les Chinois ne vont pas s'offusquer. Il disait, quand j'achète un journal, je demande toujours où sont les toilettes. Et les journalistes me répondent, c'est là. À la fin, je ne me demande plus où sont les toilettes. Je leur dis, quand ils ne sont pas d'accord, vous savez que les toilettes, c'est le journal. Je pourrais vous pisser dessus s'il fallait. Parce qu'il était terrible. Il voulait faire des journaux sans journalistes. On ne peut pas faire un journal sans journalistes et sans argent. L'argent en France est mal distribué pour 2 raisons. D'abord, c'est la subvention.
Alors, au ministère, nous avons un petit homme gris, comme dirait Pascal Praud, ou un énarque, comme je dirais. Et j'ai fait faire l'énarque et j'ai épousé une énarque, donc j'ai rien à dire. Mais ces gens-là décident de subventions annuelles. Mais où va la subvention? Selon leurs humeurs. Alors si c'est LGTB, on aide un peu Tétu, et on aide Cosette, qui est tombée quand même complètement, a perdu 600 000. Libération est le parangon de tout ça. Ça doit partir à un milliardaire qui est Drey, peut-être en faillite ou pas, peu importe. Mais en tout cas, pour lui, c'est 15 secondes de son chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que, anormalement, des journaux qui devraient gagner beaucoup d'argent, dans des pays sains, ils gagneraient de l'argent. Ils ne gagnent pas, pour deux raisons. Là, ce n'est pas la CGT et ce n'est pas le livre. Le livre est une bénédiction, il a permis, au contraire, de perpétuer des traditions qui étaient perdues. Ils étaient chers, d'accord, mais au moins on pouvait s'entendre avec eux, même pour baisser les coûts. Le problème, c'est la manière de financer. La subvention est arbitraire, non scientifique, et il n'y a pas de grille. Pourquoi? Alors, je vous prends par exemple, il y a différences de subventions pour le digital, pour améliorer le rendement, pour l'imprimerie, etc. Et entre autres, il y a la subvention pour les revenus dits à faible revenu publicitaire. Le véritable nom, c'est en fait les journaux d'information politique à faible revenu publicitaire. Il suffit de mettre un peu de politique. J'ai racheté VSD, par exemple. VSD, qui était un grand succès. Grand succès, et c'est un des cas les plus difficiles de ma vie. Je pensais faire une promenade de santé militaire de 6 mois, et j'ai passé 6 ans et demi de ma vie. Pourquoi? On y reviendra tout à l'heure. Je termine sur les subventions. Donc, les subventions sont décidées en mai et en novembre. Il y a une centaine, 150 millions. D'ailleurs, les chiffres sont très mystérieux. Je vous défie d'avoir un plan du ministère de la Culture, c'est lui qui donne la subvention, officiel des journaux à faible revenu publicitaire subventionnés. Alors, les critères, on vous prend votre diffusion passée, on fait une espèce de règle de 3 compliquée entre vos abonnements, vos ventes, etc. Et on vous dit, vous avez droit à 200 000 balles, ou elle, par exemple, pour ce très pauvre M. Kazaski, qui n'est pas milliardaire du tout, 3 millions. Pourquoi elle est-il un journal politique? Question. Même s'il y a des éditos politiques, d'accord. Mais pour moi, c'est un journal féminin. Bien sûr. Je pense. Hein. Oui, bien Je ne sûr. suis pas trompé. Bien sûr. Et deuxièmement, pourquoi a-t-il une subvention alors qu'il fait 10, 20, 30, 40 millions de chiffre d'affaires publicitaire? Certains ont zéro. Que le Canard enchaîné, qui ne veut pas cette subvention, ait la subvention, c'est normal. Mais pas VSD, c'est normal. On n'était plus du tout. Marianne a le même problème. Marianne a un problème beaucoup plus compliqué, qui est pourquoi les journaux... Alors, on a deux problèmes en France. 3. Le premier, c'est le financement. Le deuxième, c'est les journalistes eux-mêmes. Les journalistes, comme le droit du travail est compliqué en France, il est encore plus compliqué que pour les journalistes, puisqu'ils ont le droit de s'auto-licencier, d'où ça vient. En 1945, on leur a dit, chers amis, dans les « Je suis partout » et autres, vous avez un petit peu écrit pro-allemand. Comment ça se fait? Avec les gros yeux. Évidemment, ils sont tous dédouanés, j'avais des ordres, je perdais mon emploi, je ne pouvais pas. On leur a fait la loi Cressard pour les pigistes et la loi donc, qui est la clause de conscience ou de cession. Ceux qui voulaient, c'était en fait destiné aux journaux politiques. Et si on n'est pas d'accord avec un angle politique de son patron ou du journal, ou même s'il change, on peut dire je ne suis plus d'accord. Mais au moins on se bat pour des raisons idéologiques capitales. Or, pas du tout. C'est devenu une fonds de pension comme un taxi qui vend sa plaque à 180 000 de la G7 et prend sa retraite. Un journaliste atteignant 50-60 ans a intérêt à ce qu'on rachète son titre. Pourquoi? Parce qu'il va toucher un mois de salaire jusqu'à 15 ans. Et souvent, ils ont 30 ans de métier. Hein. VSD, ils étaient rentrés avec Maurice Siegel, que tu as connu, mais bien sûr. en 96. Oui, oui. On était en 2018, donc ils avaient quelques heures de vol. Comment ça se calcule? C'est le jackpot, mettons qu'il ait 8 000 balles. C'est fréquent, un rédacteur en chef entre 7 et 8 000. Net. 8 000, il a donc jusqu'à 15 ans, 15 fois 8 000, mais au-dessus, entre 2 et 2 mois et demi par année. C'est-à-dire qu'il avait 30 ans, la deuxième quinzaine d'années, eh bien c'est 8 000 par 2, par 15. Ça fait des grosses sommes. Ça fait de l'argent. Beaucoup d'argent. Net d'impôts? Oui. Parce que absolument. c'est une indemnité, c'est pas un une salaire. indemnité, Ah, ça change tout.
une indemnité de licenciement. Donc il peut non seulement s'auto-licencier, mais l'absurde et l'arbitraire, c'est qu'il a 2 ans pour le faire. Pourquoi a-t-on besoin de 2 ans pour évaluer la jurisprudence maintenant? C'est que quelqu'un, vous achetez un journal, vous avez 10 salariés qui pouvaient représenter une menace de 3 à 4 millions, ils peuvent vous tomber dessus et dire « je démissionne, au revoir monsieur », il faut avoir les moyens de les payer. Et surtout, ils ont 2 ans pour le faire. Alors qu'avant, c'était immédiat. Avant la cession de l'entreprise ou la prise de contrôle d'un journal, on disait « je n'aime pas votre bobine, je ne suis pas d'accord avec votre politique, monsieur Hersan, ou monsieur Colombani pour Le Monde, ou etc. » ou monsieur Gaulle, et on s'en allait. Souvent, ils partent pour des raisons purement financières. C'est l'âge de la retraite, on va s'offrir une belle petite maison dans l'Aveyron ou ailleurs, et ça fait la maison. Comme le taxi peut s'acheter à bar tabac avec les 180 000 de sa plaque. Voilà. Alors, c'est le deuxième point qui est absurde. Et le troisième, c'est les kiosques. Dans tout, au fond, c'était un énorme centre commercial. Les NMPP et les MLP. Oui. On les a subventionnés pendant 100 ans, pratiquement. Depuis 45 jusqu'à 70 ou 80, nous avons eu 2-3 dépôts de bilan des NMPP. Chaque fois, les éditeurs ont remis à la bassine. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est le flot de journaux qu'on a tous les jours en quotidien régionaux. Ça en prend un pauvre kiosquier charrie 2500 titres dans son kiosque. 2500 Oui, titres. monsieur, 2500. C'est la loi aussi qui permet d'avoir accès automatiquement en France. C'est terrible. Vous publiez Le Petit Soyer Daily ou China Soyer Daily, vous avez le droit d'être dans les kiosques. Personne ne va vous dire non. Et vous avez le droit de perdre de l'argent. C'est-à-dire que pour une raison idiote, non économique, si par idéologie, vous avez envie de monter votre bobine ou parler de votre journal, etc., vous faites un journal, vous avez une commission paritaire, ils sont obligés de vous prendre et de vous vendre. Et vous pouvez inonder le kiosque, il y aura plein d'invendus, donc ça va grossir la masse des invendus, des salariés qui transportent du papier journal qui va être brûlé, jeté, reconstitué. C'est une perte de temps et d'argent terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de guichet d'entrée. Dès que il n'y a pas une commission qui vient vous dire, bon, voyons un peu vos chiffres économiques, comme faisait Trump avec The Apprentice. Ça va marcher votre truc, combien de diffusions, combien vous allez vendre de papier, combien de digital, combien de... Alors, dès qu'il y a un business plan en France, c'est tout de suite le digital, 10 millions. On fait de l'Excel par excès. Il y a un spécialiste du genre qui est monsieur, il ne faudra pas le citer. Bref, qui avait stratégie dans le temps. Et qui est un nouvel économiste un petit peu. Voilà, c'est lui. Alors lui, c'est le champion de l'Excel, où il vous dit, je mets 2 télévendeuses qui vont vendre 20 000 de pubs, 2 fois 20 000, 40 000. Elles sont 10, donc 400 000. Et voilà ce que je vais faire avec... Ils font de l'Excel, ils ne font pas des vrais business plans. Moi, je vois toujours ce que j'ai dans mon assiette. En France, on est un petit pays. On est gaulois. Et on peut pas... Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme disaient les vieux boursiers. Je ne sais pas si je suis long ou ça va aller. Oui, c'est bon. Tout va bien. Alors, pour terminer avec ça, il n'y a pas dans les kiosques aussi des lois qui permettent, ou des réglementations qui vous disent, on a un comité d'émission, quel est votre business plan? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que vous ne nous faites pas perdre du temps et de l'argent? Parce que ce sont des coopératives. Ils sont obligés. Mais alors d'où ça vient cette mauvaise habitude qu'on a en France? De 45, la Libération, Open Bar. Alors, il y a eu des graves problèmes dans la presse et dysfonctions dans la presse française qui a beaucoup collaboré. Oui. Et donc, pour se racheter, d'abord, ceux qui avaient gagné les journaux, par exemple, vous avez ceux qui ont sauvé André Salmon et rentré dans François. On leur donnait tout de suite le journal et on leur donnait une licence 3, parce que ça picolait aussi. Par exemple, Le Figaro, pendant très longtemps, avait un café intégré, oui, absolument, et François aussi, parce qu'on donnait toujours une licence 3 au patron de journaux. Libération avait sa licence. Ah bon? Mais oui. Quand on a libéré les journaux en 1945, on leur a donné automatiquement à tous les patrons de presse des licences 3, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi oui, pourquoi faire? Parce que l'ouvrier du livre picolait beaucoup. Il picolait beaucoup dans le Et livre. le célèbre Allard, que tu Les connais. linotypes. Les linotypistes, Ouais. Exactement, au plomb. C'était au plomb. C'est Et ça, ils au lisaient plomb. à l'envers. Voilà. Et il y avait les bas de casse et les hauts de casse, c'est-à-dire que... Fer à gauche, drapeau à droite. Voilà, Voilà, et puis les c'est les anciens- hauts de casse, parce que, en fait, on a organisé ces casses, c'est-à-dire, en fait,
les titres, les caractères. Les bas de case, c'était en fait les minuscules, et les hauts de case, elles étaient en haut, c'était les majuscules. Mais ils savaient lire à l'envers. Bien sûr. Parce que je sais lire aussi. C'est un À ancien l'envers. métier. Vous savez, nous, les journalistes, on savait lire à l'envers chez les ministres et chez les importants. On faisait des interviews, on savait lire ce qu'il y avait sur la table. Je reviens maintenant plus sérieusement au problème du financement. C'est simple. Il faudrait dire à Rachida Dati, si elle est reconduite dans ses fonctions, qu'il faudrait appliquer à la presse exactement la même loi que pour le journalisme. Vous avez des abattements dans la presse. Une carte de presse, ça vous permet d'avoir un peu d'abattements fiscaux, donc fin d'année, etc. Qui était une espèce de carré protégé pendant très longtemps. Eh bien, mais il faut montrer que 51% de tes revenus viennent de la presse. Et c'est pareil pour les petites familles. C'est normal, une famille comme les Bailey, etc., où c'est leur industrie, c'est leur vie. Donc c'est normal qu'ils soient subventionnés, puisque c'est... Mais quelqu'un qui est dans l'aéronautique, pour ne citer personne, ou dans le luxe, ou dans la téléphonie, qu'on lui donne des subventions alors qu'il n'en a pas besoin, ou dans le charbon et les centrales électriques, comme un autre, le tchécoslovaque, on ne va pas le nommer. Bref, ces gens-là n'ont pas 51% de leurs revenus de la presse. Il y a des industries ailleurs. C'est ça le guichet de fermeture. Il faut leur dire stop. Et on économiserait 80 à 100 millions par an. Monsieur Arnault perçoit 23 millions au titre du Parisien. Non seulement vous avez un outil... Qui est en vente, apparemment. Oui, non. non. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas si c'est vrai. C'est invendable. De toute façon, moi j'adorerais lui racheter. Pourquoi? Parce qu'il est insensé qu'un journal qui fait 400 à 500 000 jours perde 30 millions. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu es un mauvais gestionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui n'appliquent pas, ils n'appliquent pas dans la presse, curieusement, les règles de leurs entreprises. LVMH est élevé et géré au cordeau. Il n'y a pas un sou qui dépasse. Au contraire, un chou est un chou. Ça vient du Nord, tu connais, c'est des familles sérieuses, ils voient des plans à long terme, ils investissent des milliards pour faire des milliards, et tout d'un coup, dans la presse, open bar. On ne s'occupe de rien. Et pourquoi? C'est la magie. C'est la magie de grand l'écrit public, et ouais. c'est la danseuse. C'est ce qu'on appelait la danseuse, la maîtresse. Mais ça a toujours été, parce que Figaro, Alors, à voilà. ses débuts, c'était Non, aussi une danseuse. parce qu'il fallait, mais parce qu'ils ne s'occupaient pas, ils gagnaient tellement d'argent par ailleurs qu'ils s'en foutent d'économiser des dessous. Ils ont tellement de pouvoir avec. Mais là, ça fausse le domaine de la presse, parce que les concurrents, tout est faussé. Il n'y a plus de journal économique possible, puisque même Challenge est un non-sens pour moi. Je vous donne un exemple. Vous prenez tous les titres économiques dans le monde. En général, j'ai une vieille règle que j'ai depuis très longtemps, c'est exactement 0,50%, 0,5%, donc 1,5% de la population active. Vous prenez la France, on est à peu près 40-50 millions de vaillants. Et vous prenez 0,5 de ça, vous avez 25, 30 000, 50 000 exemplaires. Ça ne sert à rien d'avoir 300 000 exemplaires. Challenge à 293 000, pour deux raisons. La première, la publicité n'est plus là. Dans le temps, que vous avez connu, je dis dans le temps, j'ai l'air d'un vieux birbe, mais c'est vrai qu'on a vieilli terriblement avec le digital et la télé. Les deux ennemis de la presse écrite archaïque, c'est ici la télé, un ennemi. Sauf si on en fait un allié. C'est un autre problème. Et c'est la solution. Mais l'adversité, c'est que l'argent va aujourd'hui à la télé et à la radio. Pour 30 millions, un point d'audience, c'est 30 millions de pubs. Automatique. Et les nouveaux médias, alors donc on Alors parle après, beaucoup... il y a les digitaux, etc. Voilà. Mais le problème, c'est la presse archaïque, comment on la répare? Parce que quand vous avez toutes ces installations, c'est comme les routes. On fait peut-être des nouveaux ponts, après Trancarville, l'Italie, mais il y a quand même les vieux ponts qu'il faut entretenir. Oh, ils s'écroulent dans toute l'Europe. En France, 20% des ponts sont menacés. La presse archaïque écrite est une vieille méthode comme de cultiver, mais c'est Gutenberg, c'est la connaissance, c'est la découverte de l'écrit, c'est 2000 ans lycée d'espace, le fameux bloc monolithique noir où les singes découvrent le savoir. Le savoir, c'est de l'écrit. Et la France adore le scripta manent. Or, la règle de la concurrence est faussée, puisque des milliardaires arrivent et distribuent de l'argent, payent mieux les journalistes, les débauchent. Regardez, l'équipe de Valeurs Actuelles est partie chez JDD. JDD fait JDD News. C'est un hebdo, supplément d'un hebdo. Chance de vie, 0. Ça va marcher 1 an, 2 ans, mais ils vont arrêter. C'est certain, je vous l'écris. Vous prenez rendez-vous dans 2 ans,
C'est fini JD News. Alors que c'est bien fait, il y a beaucoup de talent, mais ça coûte très cher. Est-ce que c'est de la qualité? Non, c'est pas de la vraie qualité. La vraie qualité, c'est The Economist. Quand vous lisez un article d'Economist, c'est 7 gars qui sont mis dessus, 2 gars qui ont vérifié les noms. Bonjour, monsieur Soyer, vous appelez bien monsieur Soyer avec un Y, non? Vous êtes dans le 7e, etc. Voilà. En France, on n'a pas les moyens. Donc vous prenez une rédaction française, une rédaction anglo-saxonne. Eux écrivent pour des milliards, nous écrivons que pour de moins en moins de francophones, déjà. Vous prenez l'Orient le Jour, qui est le journal libanais, et le parangon de tout ça. Et c'est un peu l'histoire de la presse française, on y va, malheureusement, on se libanise. L'Orient faisait, dans les heures de gloire, 40-50 000, quand la France était encore présente et que le Liban parlait français. Aujourd'hui, quand vous regardez les plaques routières au Liban, quand vous regardez les annonces dans les aéroports et tout, c'est Airport et non plus Aéroport de Beyrouth. C'est The Port et non plus le port de Beyrouth. C'est les magasins s'appelaient Le Petit Chose, Le Gant Vert, l'Habit Rouge. Aujourd'hui, c'est New Deal. Alors, on parle de langue, mais parlant de langue, on va arriver sur la bouche, et la bouche, on va arriver sur la restauration. Allons-y. Parce qu'à un moment donné, il y avait l'INAS, la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est cette chaîne? Et apparemment, tu as un projet de redémarrage, parce que quand on lit la presse, on aime bien être attablé. C'est l'occasion de partager autour d'un repas. Alors, donc, tu as aussi ce côté-là. Je vais te dire pourquoi j'ai fait l'INAS. D'abord, ma femme, Lina, elle s'appelait Lina. Et son papa est dans la presse aussi. En fait, ce qui est curieux dans mon destin, c'est que non seulement mes enfants ont des grands-pères journalistes des deux côtés. Parce que le père de Lina s'appelait Kamel Mroué, s'appelait parce qu'il a été assassiné pour des raisons politiques et dans l'exercice de ses fonctions de patron de presse. Donc Nasser, à l'époque, c'était la guerre secrète entre les différents pour le pouvoir. Donc c'était Le Caire, grosso modo, contre Riyad, contre Damas. Damas étant historiquement la plus vieille capitale du monde et le vrai pouvoir, avec à l'époque Al-Assad. Et je lui ai dit, c'est très dangereux, j'ai eu plein de journaux, mais la presse c'est fugace. Faisons quelque chose de sérieux, pourquoi pas de la nourriture, on aime manger tous les deux, on adore les concepts, et on a cherché longtemps, et on a inventé le concept Lina's Sandwich, qui était des sandwichs un peu à l'anglaise, de grande qualité, et j'ai offert en plus de l'espace. Parce que je me suis inspiré d'Angleterre, parce que j'étais administrateur de journaux anglais, et j'ai vu des sandwichs faits en Angleterre, mais c'était des petites boutiques de 15 mètres carrés. Je me suis dit, si on offrait de l'espace à ces Français qui ont la pause déjeuner dans le sang et qui, à l'époque, on ne déjeunait pas au bureau. Je vous parle de 89. Donc, j'ai fait de l'espace, 200 mètres carrés, et du bio, sans le dire, parce qu'à l'époque, c'était la vie claire, c'était pas très vendeur. Et en même temps, joli cadre, où la secrétaire pouvait rencontrer l'homme de sa vie, mais en même temps, les mannequins étaient contentes, parce que c'était glamour, etc., etc. C'était un café un peu historique, puisque le plancher était en bois, les murs étaient jaune Naples, vous savez, à l'éponge. Tout était en bois et matériaux naturels. Et maintenant, je fais le 2.0, je vais lancer Organic Georges. Alors, qu'est-ce que c'est Organic Georges? Organic Georges, ça va être des temples du bio. C'est-à-dire, ça va être 400-500 mètres. Je pense qu'en Chine, d'ailleurs, il y a certainement des opportunités, puisqu'on se dirige vers là. Ce seront des sandwichs, il n'y a pas de cuit, sinon c'est pré-cuit. Sandwich, salade, dessert. Donc, il y aura le comptoir traditionnel de l'INAS, mais tout sera en matériaux recyclés, complètement éco-responsable. On aura peut-être des subventions, d'ailleurs, j'en sais rien. Et puis, vous avez donc 500 mètres carrés. Pourquoi? Parce que vous avez du coworking. Vous avez 3 espaces. Le premier, le plateau où on vous sert. Donc, vous avez 5 ou 6 ou 8 opérateurs qui vous font le sandwich sur mesure devant vous. Vous avez la bibliothèque de sandwich que j'appelle les salades, où vous avez le rack que vous servez. Mais vous avez l'épicerie. Tout ce qu'il y a dans les sandwichs et les salades et les desserts sont vendus à la découpe, des belles meules de fromage, du bon saumon, tout ce qu'il y a dans les sandwichs sont vendus. Et vous avez des espaces bien définis, l'espace normal où les manches debout, vous êtes là, vous mangez rapidement, un VIP lounge où vous allez pouvoir déguster avec des mini fauteuils IMSS par exemple, qui ont été faits au des ministres Chesterfield, et l'espace coworking où vous avez la table des geeks comme je l'appelle, une table de 10 mètres de long,
qui va être connecté et on pourra déguster les sandwichs, mais aussi on pourra louer une salle de réunion. Eh bien, en tout cas, ça nous donne Voilà. faim. Donc, bon appétit à tout le monde. C'est le moment de me déjeuner. Merci pour votre cher accueil. Georges, et Merci. à très bientôt.